Ça marche, très bien. Alors, donc, je vais commencer sans trop de préambule. Enfin, c'est vrai que lorsque Élise et Thierry m'ont sollicité pour une éventuelle intervention, j'ai trouvé que le questionnement changer pour de vrai s'appliquait assez bien à une des thématiques sur lesquelles je travaille, qui est le risque de montagne dans ces dilemmes de transition. Et je vais essayer d'en parler en situant mon propos, en montrant qu'on est à la fois face à des dynamiques d'agir créatif, d'effervescence, de capacité à réinterroger les routines, les fondamentaux du tourisme en montagne, pour le rendre plus compatible avec les enjeux de l'avenir, et notamment les enjeux climatiques, mais aussi des processus d'immersive adaptation. Oui, certainement, vous connaissez bien. Donc voilà un petit peu le propos. J'ai prévu d'imager mon propos pour le rendre peut-être un peu plus incarné, un peu plus vivant. La trame de ce que je vais raconter va être publiée dans les mois à venir dans la revue Géocarrefour, dans un article qui est en cours de révision et qui reprend vraiment ce questionnement-là. Donc, c'est là-dedans que vous trouverez des choses un peu plus construites peut-être, puisque là, je vais me laisser un peu porter par les images pour évoquer un certain nombre de points. Donc, ce propos, il est calé sur une recherche au long cours sur la question de limitation du tourisme de montagne, aussi bien l'été que l'hiver. Là, je vais peut-être un peu plus parler du tourisme de sport d'hiver parce que c'est peut-être celui qui est le plus emblématique de ces types d'hésitation et de dilemmes au regard des enjeux de changement. Voilà. Donc, j'ai sûrement prévu trop de diapositives, sur lesquelles je passerai un peu plus vite. C'est vrai que le format de partage d'écran, ce n'est pas le plus souple pour ça. Donc, il y a peut-être des diapos sur lesquels je vous apprends un peu. Donc, une observation au long cours, des échanges multiples avec des acteurs du secteur, des travaux d'enquête par entretien, d'observation qui sont menés régulièrement sur le terrain. Voilà comment se nourrit mon propos, qui est un peu une espèce de recherche extensive que je conduis sur ce thème. Donc, bien sûr, la question climatique, elle est assez évidente dans la façon dont elle réinterroge les standards du tourisme de montagne, avec depuis une vingtaine d'années de multiples annonces de fin des sports d'hiver. Donc, c'est devenu un marronnier médiatique, on sait toutes et tous. Je vais essayer de montrer que, bien sûr, il y a une interrogation très forte sur le modèle de développement sur lequel la montagne a été modernisée au cours des dernières décennies du XXe siècle. Mais je vais essayer de montrer aussi que cette question climatique, elle est loin d'être la seule qui est adressée aux touristes de montagne. Bon, alors, bien sûr, la perspective d'une sorte de ce qu'on appelle le désarmement des stations de sport d'hiver, elle est sous-jacente. Même si, pour l'heure, en tout cas dans les Alpes, on a seulement des micros et des petites stations de sport d'hiver qui ont été désarmées. C'est un peu assez guerrier, c'est pas très heureux, mais on parle de canons à neige, on parle de désarmer les stations quand on démonte les antennes et remonter les canons. Bon, mais globalement, pour le moment, grâce à la neige de culture, on pourra en parler, on n'a pas vu de grandes stations ou de stations moyennes prendre ce chemin-là. Donc, on est vraiment au tout début d'une trajectoire, même s'il y a sans cesse, il y a une thèse qu'on dit au sein de PAC par Pierre-Alexandre Métrage, je ne sais pas s'il est à distance ou pas, sur le thème de la fermeture des stations. Pierre-Alexandre montre dans son travail de recherche que depuis 50 ans, en fait, on n'a jamais cessé de fermer des stations. Ce sont plutôt des petites et des micro-stations. Donc, c'est encore devant nous cette échéance de peut-être une fermeture de stations plus significative. Alors, bien sûr, les questionnements autour des impacts changements climatiques sur les stations de sport d'hiver, ils sont multiples. Celui des usages de l'eau et des conflits d'usage potentiels autour de la ressource en eau sont de plus en plus vifs, d'une certaine manière. Et bien sûr, il ne faut pas seulement les voir à l'échelle des massifs de montagne, mais sur la relation avec l'aval, puisque si la montagne est un château d'eau, c'est bien sûr l'approvisionnement de l'aval, y compris pour refroidir les centrales nucléaires, pour irriguer les terres agricoles, qui est en jeu. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que derrière la crise climatique,
et la menace qu'elle fait peser sur la continuité des sports d'hiver, la pérennité des sports d'hiver, eh bien, il y a aussi une sorte d'érosion culturelle de l'attrait qu'exerce sur les populations la pratique des sports de neige. Hein. On voit, et c'est encore, il y a des échos médiatiques assez forts, hein. On voit bien que le ski, qui était un indicateur d'ascension sociale, un indicateur de progrès dans les dernières années, les 50 dernières années du XXe siècle, eh bien, n'est plus du tout dans cette situation. On a un certain nombre d'études qui montrent que la jeunesse, notamment, s'intéresse de plus en plus des pratiques de sport. Alors, bien sûr, quand on est à Grenoble, à Chambéry, à Annecy ou à Gap, on n'a pas forcément pleinement conscience de ça parce qu'il y a une sorte d'environnement accessible, propice. Mais dès qu'on s'éloigne des métropoles alpines, on prend pleinement conscience du fait que le ski ne fait plus forcément rêver. Donc, bien sûr, la question de la transition, elle est posée, hein, mais elle se pose de plus en plus. Alors, on voit une espèce de surenchère là, depuis 3-4 ans autour du verdissement des stations de sport d'hiver, puisque c'est cette terminologie qui est utilisée. Je ne sais pas, dans d'autres domaines de recherche, s'il y a des choses familières pour vous ou pas, mais on parle explicitement, et ce n'est pas connoté négativement, hein, on parle explicitement de verdissement des stations. Le verdissement des stations, c'est donc un ensemble d'engagements, notamment autour de la neutralité carbone, dameuse à hydrogène, déploiement de bilan carbone, éco-conduite des engins de damage, utilisation raisonnée des remontées mécaniques avec des redéploiements à la clé. Même si les autres questions, eau, agriculture, biodiversité, paysage, déchets, elles sont aussi mises en exergue, c'est de loin la question de la neutralité carbone qui est mise en avant. Mais on s'aperçoit que dans les politiques publiques, et j'y reviendrai, hein, c'est quand même une forme d'ambivalence, puisque derrière le verdissement, il y a quand même un soutien massif à la filière qui a été confirmé et relancé après la crise sanitaire, hein, qui se joue. On va voir, là, il y a déjà cette ligne de crête, hein, qui est évoquée dans cet article du Courrier des maires. C'est une expression qui est assez bien appropriée, il me semble. Dans la pratique, hein, voilà comment donc Montagne Leader, hein, qui est la source de cette image, c'est une revue professionnelle qui est la revue professionnelle on va dire des aménageurs de la montagne pour les sports d'hiver. Donc voilà comment les destinations se sont activées à l'automne 2021 dans la perspective d'une saison normale, hein, c'est-à-dire sur enchère de chantier. Pour certains d'entre vous, ça doit être évident, hein, mais bon, une station de sport d'hiver, de loin, ça peut paraître comme simplement un ensemble de pentes sur lesquelles, quand il y a de la neige, on pratique du ski. Il faut savoir qu'il n'y a pas 1 mètre carré d'une station sportive, d'un domaine skiable qui n'a pas été travaillé, concassé, reprofilé, avec des réseaux enterrés d'eau, d'énergie, de flux d'information. Donc, quand on voit une station de sport d'hiver en été, on prend conscience, c'est aux Deux Alpes, de cette artificialisation très forte du milieu qui est en jeu. Et évidemment, la décarbonation des engins de damage ne résoudra pas ce problème-là. Je veux là suggérer que le questionnement environnemental autour des sports d'hiver, il ne concerne pas, loin s'en faut, le changement climatique. La crise sanitaire, ça a été aussi, mais ça c'est quelque chose qui est bien connu, hein, un facteur je dirais, de re-questionnement sur le modèle dominant, un avertissement de plus, comme le dit cet article. Et puis, la révélation, d'une certaine façon, hein, que les territoires de montagne étaient devenus excessivement dépendants des sports d'hiver, puisque ça a figuré dans un rapport de France Stratégie, hein, c'est un bureau d'expertise qui relève des services du Premier ministre. France Stratégie, dans une étude sortie fin 2021, montrait que parmi les territoires les plus impactés par la crise sanitaire, eh bien, on avait au premier chef les territoires de montagne dans lesquels il y avait eu un très fort développement industriel du ski, notamment la Tarentaise. La Tarentaise est le territoire français le plus impacté par la crise sanitaire. Donc, cette hyperdépendance au sport d'hiver et au ski, elle a
nous a été révélée à l'occasion de la crise sanitaire. Et on a vu, à l'inverse, une sorte de rhétorique de revanche des petites stations. Alors, les petites stations, dans le modèle dominant des sports d'hiver, hein, c'était un peu has-been, c'est-à-dire que moins de clientèle internationale, moins de dénivelé offert aux skieurs et aux skieuses. Donc, c'était un peu un échec, d'une certaine manière, ou en tout cas une incapacité à aller vers cette industrialisation et cette internationalisation des sports d'hiver qui faisait en quelque sorte office d'horizon de développement ultime. Bon, la crise, elle a aussi montré, hein, plus prosaïquement, à l'échelle locale, que l'intérêt pour la montagne pouvait être renouvelé, il pouvait être ouvert d'une certaine manière, hein, c'est très olympien, ça, par la fermeture des remontées mécaniques. C'est-à-dire, on induit une contrainte, mais finalement, il y a d'autres possibles qui sont ouverts. Et on a vu les bas de piste investis par tout un tas de pratiques plus anodines, la luge, les jeux, randonnée en raquette, randonnée à ski, etc. Ça, c'est une photo prise à Villard-de-Lans qui montre bien cette espèce d'ouverture des pratiques. Alors, je vais maintenant aborder un autre versant, peut-être. Hein, je fais un constat en disant que la crise climatique, la crise sanitaire constituent des pressions très fortes sur le modèle dominant, le réinterroge, alors, brutalement pour la crise sanitaire, mais c'est plutôt sur le long terme pour la crise climatique. Mais la montagne, pourtant, n'est pas seulement un lieu où on a continué à cultiver des rentes, hein, j'en parlerai, hein, autour des sports d'hiver. C'est un univers dans lequel il y a un agir créatif très très fort en termes d'innovation sociale, avec de multiples acteurs, y compris des acteurs indépendants, hein, qui sont des caractéristiques de l'activité et de l'emploi en montagne, des pluriactifs, des indépendants. Et on a fait un certain nombre d'enquêtes avec des collègues depuis une quinzaine d'années autour de l'agir créatif, de l'innovation sociale, c'est-à-dire l'idée que la montagne est aussi un endroit où on vient explorer des modes de vie et de travail qui, eux, se présentent comme davantage compatibles avec les enjeux de transition que ne l'est le ski industriel. Donc, il y a une multitude, même si ça passe en dessous des radars des observations, bien souvent, il y a une multitude d'initiatives locales, une multitude d'expériences et d'expérimentations qui ont cours. Dans le domaine récréatif, c'est un peu la même chose. Ça, c'est une photographie prise au col du Haut-Arrêt, qui est devenu, depuis une dizaine d'années, un spot majeur de snowkite, hein, donc la glisse tractée par voile. Et ce qui est intéressant, c'est que les cols, par exemple, c'était des endroits qui étaient réputés être des lieux de passage. Et en fait, pour un certain nombre d'entre eux, notamment le col du Haut-Arrêt, ils sont en train de devenir des lieux de convergence de pratiques, y compris de pratiques ici comme le snowkite, qui constitue en quelque sorte le degré zéro de l'aménagement. C'est-à-dire qu'on pratique des sports d'hiver, mais il y a zéro aménagement. Zéro remontée mécanique, zéro entretien de piste. Des activités assez opportunistes, il y a de la neige et du vent, on pratique. S'il manque un des deux éléments, on fait autre chose. Et ça, c'est cette logique d'intermittence, cette logique d'une certaine manière de raisonnement sans aménagement, c'est quelque chose d'assez intéressant. On va la retrouver dans les refuges de montagne aussi, qui sont encore un laboratoire récréatif, autour de l'idée que, eh bien, on a des points d'entrée dans la montagne peu aménagés qui constituent, alors avec des enjeux de protection aussi et de régulation des flux, hein, mais des lieux d'initiation à la montagne, de diversification, notamment autour de la saison estivale, hein, même si dans le modèle dominant de développement, on continue à penser que l'hiver on travaille, l'été on fait son argent-poche, l'économie. Le vélo est aussi un laboratoire créatif à part entière, été comme hiver, dans le sens où il utilise des aménagements existants, des routes, et qui se prête à de multiples formes de pratiques. Voilà. Donc là, j'essaye de montrer, après un certain nombre d'inerties, comment il y a, après avoir identifié un certain nombre d'enjeux, comment il y a un agir créatif très fort. Et il est assez intéressant d'observer ce qui se passe aussi autour de la filière nordique, le ski nordique, qui était le parent pauvre des sports d'hiver. Très peu de capacité d'investissement dans l'agriculture, notamment des pratiques à moyenne altitude et donc d'autant plus sensibles au changement climatique. Et depuis une décennie, le secteur nordique se présente comme étant susceptible de générer des processus de développement alternatifs intéressants, y compris quand il s'agit
de passer d'un terrain enneigé à un terrain moins enneigé, puisque le nordique se présente aujourd'hui comme une espèce de plateforme d'activité en moyenne montagne, autour de l'itinérance, hors neige ou sur neige. Donc là, on voit comment il y a une espèce de frontière qui a été passée dans l'univers nordique, en considérant que finalement, on peut avoir des pratiques créatives dans une montagne peu aménagée, autour de pratiques de déplacement, sans une surenchère d'équipement. Alors, à ceci près, par exemple, on est en train de créer des pistes de ski roue qui permettent une pratique estivale. Alors, ce n'est pas inintéressant. Par exemple, la Corançon en Vercors, c'est ici le cas. La pratique du ski roue a permis de créer une école de ski estivale qui emploie 3 moniteurs. Ça, c'est assez, ça prend le contre-pied un peu là encore, du modèle dominant. Ça reste un investissement d'artificialisation du support d'1,5 million d'euros. Mais le ski roue est aussi praticable sur les routes, si on arrive à faire cohabiter cette pratique avec les circulations automobiles. Alors, je vais maintenant aborder un autre versant de mon propos, ne semble pas trop long, autour de. Donc, on a vu les enjeux climatiques, crise sanitaire, bien sûr la crise économique et géopolitique qui là est en train de s'expanser, va aussi jouer certainement sur le modèle, mais après on a vu les dynamiques créatives, c'est-à-dire il se passe quelque chose en montagne, mais il y a aussi beaucoup d'inertie. Et la première des inerties, la première des hésitations, des dilemmes autour de cette idée de est-ce qu'on change pour de vrai, c'est la permanence de rente très très forte. Cette image-là, elle montre l'évolution du chiffre d'affaires depuis 1992 d'une petite école de ski, d'une station de village, dans les Préalpes. Mis à part l'effondrement de la crise sanitaire, là, il est en 2020 à la fermeture des remontées mécaniques, vous voyez que en fait, c'est une croissance absolument continue des chiffres d'affaires. Donc, quand vous êtes moniteur de ski dans cette ESF-là, pourquoi est-ce que vous changeriez? Vous travaillez sur une surface enneigée de plus en plus réduite, certes, mais vos chiffres d'affaires annuels augmentent sans cesse. Et donc, le secteur de l'encadrement sportif, le secteur de l'immobilier, on va en parler, il y a un certain nombre de secteurs économiques en montagne qui continuent à être adossés à des rentes extrêmement confortables. Donc là, ces gens-là, d'une certaine manière, je serais la proie pour l'ombre. Derrière, là encore, je prends, il y a dans les métiers en montagne, il n'y a pas que ces métiers emblématiques que sont les moniteurs, il y a beaucoup de petites mains, beaucoup de subalternes, beaucoup de précarité, notamment liée à la saisonnalité. Des besoins très, très, très considérables de personnel de service. Mais voilà, si on reprend encore les moniteurs, les pisteurs, un certain nombre de métiers, il y a des identités professionnelles très, très fortes autour de ces activités-là. Et là encore, les gens ne sont pas prêts à lâcher cette identité. C'est une identité valorisante, ils ont investi de la passion, ils ont investi de la compétence et de culture professionnelle. Donc tout ça, ça ne, même si on montre ces gens-là comme peut-être arc-boutés à des rentes, etc., ça n'empêche pas qu'ils sont aussi confrontés à des défis vertigineux qui est de dire « Ok, je suis moniteur de ski, mais demain, je suis quoi ?» Je force un petit peu le trait, mais voilà, il y a quand même des choses très très fortes qui se jouent autour de ces enjeux d'identité. Et puis, il y a aussi un facteur d'inertie. Alors, d'inertie, ce n'est pas le bon mot peut-être. Je ne veux surtout pas parler de résistance au changement parce que c'est trop connoté pour moi en termes de disqualification culturelle et sociale, mais on n'a pas de modèle de rechange. C'est-à-dire que les acteurs, face à leur identité, eux, leur posture consiste à dire « Ok, on enlève le ski, on ferme, et tout ça, mais on fait quoi à la place ?» En fait, il n'y a pas de modèle de rechange. D'où cette espèce de sentiment que sans le ski, tout est fini. Ce qui est le slogan, d'ailleurs, de domaine ski. Et là, bon, c'est propos en 2016 de l'ancien président du syndicat national des moniteurs de ski, qui est le monsieur Montagne de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui dit ce qu'on veut faire, c'est du ski, le reste, c'est du blabla. Sur fond de magnifiques canons à neige. Donc là, il y a quand même quelque chose de très très fort. Et là, c'est un héritage de cette mythologie de la station qui sauve la montagne, dont on a, qui a été extrêmement puissant depuis les années 1960. Du coup, Philippe, il faudrait
peut-être avancer vers la fin. Oui, voilà. On arrive à la fin des 20 minutes là. Très bien. Merci. Donc, beaucoup de réactions, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a des choses qui se tendent autour des enjeux d'avenir des stations, des pétitions, des manifestations. Ce n'était pas dans leur culture, mais la crise sanitaire les a aidés à faire ce pas-là. On a vu aussi des manifestations, comme ici à Abondance en 2007, quand on a parlé de fermer la station. Eh bien, les acteurs économiques et les habitants et les résidents secondaires avaient manifesté autour de l'idée, voilà, vous nous expliquez qu'on va remplacer le ski par le tourisme patrimonial, mais le patrimoine, c'est un truc pour les vieux, c'est bidon. On ne veut absolument pas changer. Donc, il y avait la peur d'une sorte de mort symbolique autour de la fermeture de la station. Beaucoup de tensions. Aujourd'hui, on voit bien que là encore, il y a une espèce de radicalisation. Vous avez certainement entendu parler de l'installation d'activistes d'Extinction Rébellion à la Clusa. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que la Clusia est une station qui fait un peu de surenchère, c'est-à-dire autour de la transition environnementale. Ils sont mis en cause par Extinction Rébellion autour de la construction d'une retenue collinaire pour fabriquer de la neige de culture, mais ils ont payé un bureau d'études qui s'appelle PopRock pour leur construire une communication autour de la transition. Donc là, on voit que le verdissement, ce n'est pas seulement une affaire de changement d'énergie fameuse, mais qu'on a de la communication autour de l'idée que ici, on est bien en train de transformer les stations en laboratoire et en démonstrateur de la transition. Et on voit se développer une rhétorique, voilà, on vend des enneigeurs en disant durabilité sans compromis. Il faut qu'on apprenne à décoder ce nouveau langage. Et Domaine skiable de France, qui est la chambre syndicale du secteur des remontées mécaniques, organise maintenant des ateliers autour de comment est-ce qu'on va bien justifier un nouveau projet. Donc, quand on construit une retenue collinaire, c'est pour faire de la neige de culture, mais on va aussi mettre en avant le fait que ça sera une réserve d'eau potable et que ça va servir pour l'agriculture. Donc, il y a une rhétorique qui est en train de s'opérer, et du coup, le président Wauquiez peut annoncer que Roquemoral est la première montagne durable. Donc, beaucoup d'hésitations. Est-ce que la montagne va ralentir en quelque sorte? Est-ce qu'elle va se redéployer autour de certainement un modèle de développement plus compatible avec les enjeux, notamment climatiques, de l'avenir? Ou bien est-ce qu'au contraire, on va aller vers une espèce de surenchère autour d'un solutionnisme aménagiste, technologique, numérique qu'on voit très très bien monter? Voilà les termes un petit peu du débat que je voulais évoquer avec vous. Sachant bien sûr la question des finances publiques, et je terminerai là-dessus, elle est déterminante, parce que, à défaut de neige, comme le dit Corinne Morel-Darleux dans Reporter, la région rhône-alpes arrose des stations d'argent public. Il y a un vrai questionnement autour des coûts d'opportunité, c'est-à-dire à quoi on renonce quand on continue à soutenir les sports d'hiver. Alors, c'est une question un peu lapidaire, on pourra la nuancer dans les échanges. Merci et pardon si j'ai dépassé. Merci Philippe. Oui, je vais commencer. Donc, on a une équipe très, très grande. Ici, ils sont présentes 7 personnes, 8 personnes d'équipe. Et on va essayer de prendre la parole à 3. Voilà, on verra. Donc, pour Intermob, une étude issue d'un financement donc CDP Cross Disciplinary Project mobilaire, donc, où le nom initialement mobile pour la mobilité quotidienne et air pour l'air, mais il n'y a pas que ça. Donc, dans Intermob, on va parler des pratiques des mobilités quotidiennes, en déplacement, mais ça ne se résume pas uniquement au mode des déplacements. Et donc, comment on observe le changement ou les changements à l'échelle individuelle. Peut-être pour la diapo suivante. Alors, pour donner un petit contexte, un petit bout des contextes concernant les pratiques des mobilités quotidiennes,
On va s'apercevoir les 30 dernières années, notamment les 10 dernières années, sur pas mal des actions plus ou moins chocs ou très, très concrètes liées à l'incitation au changement des modes des déplacements. Notamment liées au fameux report modal, donc changer de la voiture vers d'autres modes, incitation à combiner des modes différents avec les challenges de mobilité de la région. Tout ce qui concerne voilà, la question de l'ambiance, l'air et le stress, surtout lié à la voiture, mais d'une manière plus générale lié au déplacement quotidien, donc un peu des jeux de mots, s'intoxiquer avec l'air pollué et s'intoxiquer avec le stress pour passer à quelque chose d'autre qui serait un bien-être total, infini et garanti à 100%. Avec des études donc, appuyées par l'ADEME qui aident les collectivités territoriales à inciter les changements, et notamment les changements des comportements individuels. Alors, 3 éléments des départs pour cette étude. Donc, où on est, tout à l'heure, vous allez voir, c'est une étude interdisciplinaire entre plusieurs laboratoires des disciplines proches mais différentes. Donc, le premier, c'est observer le changement des comportements des mobilités, non pas sur un moment donné, mais sur un terme un peu plus long. Donc, tout à l'heure, on va parler, c'est 2 ans d'observation. Analyser les effets du changement des modes sur la mobilité, du changement des modes sur la mobilité quotidienne et sur l'activité physique des personnes, mais aussi sur la pollution de l'air. Donc, pas uniquement le fait d'échanger le mode, mais qu'est-ce que ça change dans notre quotidien physique et l'air qu'on respire, et identifier quels peuvent être les leviers, mais aussi les obstacles pour ces changements-là, et notamment liés au changement de la voiture vers d'autres modes. Alors, pour l'équipe où nous sommes, donc 4 laboratoires, PACT, pour les collègues que vous connaissez, Sonia, Sarah, moi-même, et Estelle, et puis on a l'aide forte des postdoctorants et doctorants qui étaient dans l'équipe SENS, donc psychologie de l'activité physique, Aïna et Claudia notamment. On travaille aussi avec des collègues en économie de l'environnement, notamment pour les questions des motivations à changement des pratiques. Et IAB pour question d'épidémiologie et la qualité de l'air. Alors, pour la diapo suivante, 3 éléments à travers lesquels nous souhaitons aborder les questions des changements, des pratiques, des déplacements quotidiens. Donc, la première, partir des individus, l'observation des pratiques des individus, mais pas uniquement des personnes, mais dans leurs environnements et dans leurs échelles géographiques et sociales spécifiques. Deuxième élément fort de notre approche, c'est que la mobilité, comme je vous disais, on ne la regarde pas par un seul bout des lorgnettes qui seraient les modes de déplacement, mais une mobilité comme système. Donc, tous les éléments constitutifs de pourquoi on se déplace, comment on se déplace et où on se déplace. Donc, pas uniquement du point de vue des transports, mais comme infrastructure fonctionnelle, mais ce système-là beaucoup plus large. Et donc, passer d'une logique juste de compréhension de ce qu'on observe à une logique d'intervention. On voit les acteurs en train d'agir et de nous démontrer aussi les contraintes ou les limites de leurs actions. Pour poursuivre sur l'introduction de Camilla et pour vous préciser un petit peu pourquoi ces positionnements, 4 positionnements de recherche, je vais revenir un tout petit peu sur comment on considère justement ce système de mobilité pour dépasser simplement l'analyse de l'évolution des modes de déplacement pour mieux comprendre comment l'ensemble du système de la mobilité quotidienne peut être utilisé comme champ de levier dans la perspective
d'accompagner le changement et notamment l'évolution des modes de transport dans la vie quotidienne. Donc là, l'idée, c'est bien d'identifier un certain nombre d'éléments du point de vue de l'individu qui sont constitutifs de ce qui participe de ces pratiques de mobilité au quotidien. Donc, c'est à la fois tout simplement ce qui nous motive, ce qui fait qu'on a besoin de se déplacer, c'est-à-dire qu'on a des activités qui sont réparties dans l'espace et souvent à des distances de plus en plus importantes. On a des activités à réaliser et pour cela, on choisit un certain nombre de modes de déplacement. On choisit plus ou moins, pas forcément uniquement d'ailleurs à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle de son entourage familial ou son entourage plus large. Et donc, on a un certain nombre de lieux de vie et d'espaces de vie dans lesquels on organise l'ensemble de ces programmes d'activité et de ces emplois du temps. Et tout ça est bien entendu inscrit dans plus largement des modes de vie qui sont liés nos modes de vie à un positionnement par rapport à des expériences. Et donc, c'est là où la mobilité quotidienne, ce n'est pas quelque chose qui est ici et maintenant seulement, c'est aussi lié à un passé, voire un futur dans lequel on se projette. Donc, on prend des décisions par rapport à ça. Des expériences, des motivations et des intentions. On va revenir là-dessus parce que c'est nos collègues psychologues qui vont pouvoir plus nous aider sur cet aspect-là et bien sûr sur la question des habitudes qui est centrale quand on parle de changement et de transition vers d'autres modes de pratique. Et aussi, ce qui est important dans notre étude et qu'on ne fait pas souvent, enfin, de plus en plus, bien entendu, parce que vous avez vu, y compris les acteurs publics utilisent ce levier de la santé et du bien-être en lien avec le déplacement quotidien. Mais donc là, on a voulu le mettre vraiment au cœur du système qu'on veut observer. Donc, cette dimension santé et bien-être liée à nos modes de vie et à nos déplacements en particulier. Donc, liée à l'activité physique en tant que telle et à notre exposition quotidienne à la pollution et en particulier aux particules fines. Voilà. Et comme Camilla l'a dit, la posture est bien partir de l'individu, de l'observation de l'individu et de ses pratiques. Il n'en demeure pas moins que l'individu est situé, évidemment, amené à évoluer dans un contexte qui lui propose ou pas un certain nombre d'alternatives. Et donc, évidemment, là, on a toute la question de l'accessibilité et en particulier de la cyclabilité, de la marchabilité quand on s'interroge sur les modes alternatifs à l'automobile qui donc rentrent en compte dans notre système. Et donc, ce que nous, on cherche à observer, c'est bien entendu essayer de prendre en considération l'ensemble des éléments de ce système et de voir comment il peut évoluer dans le temps quand on observe des individus. La particularité, là je vais passer la parole à Claudia tout de suite, la particularité de notre approche, c'est de ne pas essayer d'observer le changement comme ça qui se passe qui se passe sur 5-10 ans dans la vie courante, mais bien de regarder sur la base des personnes que l'on va faire entrer dans notre étude, de faire une intervention, c'est-à-dire de les inciter à passer d'une pratique aujourd'hui qui est plutôt celle de l'automobile dans ses déplacements quotidiens, à une pratique alternative avec des modes alternatifs et des modes plutôt actifs. Et de voir donc si ces incitations ont un effet en termes de changement à moyen terme, mais aussi à long terme. Et justement, ça nous intéresse du coup parce que les individus avec lesquels on va travailler, c'est des individus qui ont déjà l'intention d'avoir une mobilité moins motorisée. Mais nous savons bien, je pense que ça nous arrive à tous, de dire on a tous un plan, on a tous un idéal, un but qu'on voudrait atteindre.
Et la réalité est très différente. Très souvent, on a du mal à mettre en place nos intentions, à vraiment arriver des intentions aux actions. Et c'est forcément les cas de la mobilité. Donc, il y a beaucoup d'individus qui ont l'intention d'utiliser moins souvent la voiture, mais justement, la question, c'est comment les amener à l'action. Et en général, ces intentions sont souvent motivées par d'autres raisons. Par exemple, le fait qu'on se trouve capable, on sait qu'on sait faire du vélo, qu'on a un vélo à la maison, ou parce qu'on connaît les modes de transport qui sont disponibles dans la ville. Et on a aussi des attentes vis-à-vis des résultats. Peut-être si je me place plus à vélo, je fais plus d'activité physique, je me sens mieux. Et on a aussi peut-être une perception du risque. Ah oui, quand j'ai conduit souvent la voiture, je suis plus exposée aux polluants de l'air. Donc, toutes ces motivations ont probablement déjà permis aux individus de créer des intentions, mais vraiment la question, c'est comment aider les individus à arriver au vrai comportement. Et c'est pour ça que la psychologie propose justement cette idée des interventions, des changements des comportements, c'est qu'on pense mettre en place. Et la littérature scientifique nous a montré déjà ce qui marche le mieux, en général, pour la mobilité et pour l'activité physique et pour les comportements. Et par exemple, une piste de ce que nous allons mettre en place, c'est déjà la planification. En général, les individus qui planifient bien leur changement ont moins du mal à mettre en place leur comportement. L'exemple, c'est qu'avec des individus de notre étude, on les accompagne à formuler des objectifs concrets et réalisables, dire quand, comment et où ils vont mettre en place leur nouveau comportement. Mais non seulement on incite et on accompagne de façon psychologique, mais aussi économiquement, on leur fournit avec des abonnements de transport ou des vélos. Donc, à la fois, ça aide pour qu'eux ils aient l'accès. Mais par exemple, le fait d'avoir un abonnement de transport ou d'un vélo qui arrive tout d'un coup à la maison, c'est très bon aussi pour les habitudes. Comme le mentionnaient mes collègues, et les comportements de mobilité sont très liés aux habitudes. Et pour casser une habitude, ça marche bien d'ajouter un nouveau élément dans les contextes des individus. Donc, tous ces éléments ont été identifiés dans la littérature. Et justement, on s'intéresse à accompagner déjà à des individus qui sont des majeurs et qui ont les permis de conduire. On s'intéresse aux automobilistes réguliers. Un automobiliste régulier pour nous, c'est une personne qui conduit au moins 3 jours par semaine, hors week-end. On s'intéresse aux personnes qui habitent, qui résident et se déplacent d'un Grenoble à la métropole, les Grèce-Yvaudin ou les Pays Voironnais. Et comme je vous mentionnais, on s'intéresse aussi à ces personnes qui ont déjà développé une intention. Donc, ils se sont déjà remis en question comment ils se déplacent. Et soit ils ont déjà commencé à la faire, soit ils ont déjà commencé la réflexion pour leur changement. Ouais, c'est bon. Et du coup, pour pouvoir suivre en fait, ce changement, on a mis en place beaucoup d'outils de collecte. Donc, à la fois, ils vont être suivis avec des sessions, ils vont porter des capteurs, c'est-à-dire des capteurs, un accéléromètre, un GPS, selon leur trajet. Ils vont aussi porter un capteur de pollution à certaines sessions. Et en plus de ça, on a des enquêtes qui sont réalisées toutes les semaines, des envois de SMS pendant la partie interventionnelle pour les aider et un carnet de mobilité à remplir. Vraiment un gros dispositif de collecte de données qui va être réalisé à plusieurs périodes. Est-ce que tu peux passer au niveau de l'intervention. Donc, l'intervention dure 6 mois et on va essayer de les suivre pendant 24 mois. C'était partie du défi d'essayer de les maintenir pendant 24 mois au niveau de l'intervention. Et donc, il va y avoir des sessions qui vont être des sessions avec port de capteur, questionnaire, plus carnet de bord, et des sessions qui vont être sans capteur, qui seront un peu moins lourdes. Et le principe, c'est qu'il y ait 2 groupes qui vont participer, un groupe témoin et un groupe interventionnel. Et ce que tu as dit, Claudia, tout à l'heure, c'est à la fois des anticipations économiques, mais aussi motivationnelles pendant ces 6 mois d'intervention. Et du coup, actuellement, il y a 60 volontaires qui sont inclus dans l'étude. Alors, on vise une cohorte de 300 personnes. On va essayer d'y arriver. Ça fait 6 mois en fait qu'on a commencé. Ça fait 6 mois qu'on a commencé et on a 60 personnes qui sont incluses. Un peu plus de femmes que d'hommes, un peu mélangées au niveau des emplois et à peu près toutes les catégories d'âge. Je ne sais pas si tu as la... Et juste pour dire, actuellement, il y a 49 personnes qui ont vraiment commencé et les autres qui sont en attente de commencer. Et en fait, ils passent les sessions au fur et à mesure. Et actuellement, on en a 5 qui ont fait déjà, qui sont arrivés à 2 mois. Mais ça avance bien et il n'y a pas trop d'abandon au final pour l'instant.
Et du coup, on vise les conclusions. Donc, on est bien dans le contexte d'interdisciplinarité qui permet à se poser ensemble en posant les questions, mais aussi nos outils pour aborder les dimensions individuelles et collectives du changement ou des changements. Nos objectifs de montrer les changements peut concerner différents éléments du système. Au départ, on disait c'est le système de mobilité et non pas juste les modes de déplacement. Donc, voilà, quels peuvent être les ajustements individuels, collectifs qui ont lieu dans ces systèmes. Alors, le fait, en fait, n'est pas mettre comme objectif le changement, parce que le non-changement, c'est aussi un résultat qu'on souhaite analyser et démontrer, ou voir quels sont les éléments de non-changement et les raisons. Et puis le défi du moment, où vous associez aussi, si vous voulez vous faire recruter. C'est une chose, vous faire parler de l'étude, c'est bien vu. Le défi par la suite, c'est fidéliser aussi ce public sur l'étude longitudinale, donc sur 2 ans. Puisque, comme vous avez vu, il y a pas mal de dispositifs, ça peut paraître lourd, mais il y a des personnes qui ont fait déjà 2 mois, donc c'est possible. Et voilà, on se termine là-dessus, sur l'ensemble de l'équipe. Donc, les 5 laboratoires. Donc, effectivement, je vais vous parler du collectif Labo 1.5 et donc de la question qu'on s'est donnée, de comment transformer la recherche collectivement. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissaient déjà Labo 1.5 ? Est-ce que certains sont là sur la newsletter de Labo 1.5 ? C'est juste pour que je me rende compte ou pas, D'accord. Ok, merci pour le... alors. Bien. Donc, d'où sommes-nous partis? Il y a exactement 3 ans, en mars 2019, donc dans la publication d'une tribune dans Le Monde, appelant donc justement à mettre en cohérence nos pratiques de recherche avec les objectifs de réduction de l'empreinte environnementale et en particulier l'empreinte carbone globalement. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En mars 2022, on a été effectivement à l'origine de la création d'un collectif qui compte à l'heure actuelle plus de 3000 abonnés à la newsletter, plus de 350 personnes donc, qui font partie de l'équipe réflexion, et puis 200 personnes qui sont maintenant donc, intégrées donc, les travaux d'un GDR, donc un groupement de recherche qu'on a appelé groupement de recherche Labo 1.5. Alors, pardon, j'arrive aussi à supprimer ça. Donc, cette prise chronologique, elle est vraiment ici pour vous montrer un petit peu le chemin qui a été parcouru entre donc, mars 2019 et maintenant, avec d'une part les différents travaux qui ont été engagés petit à petit, avec des développements d'outils d'un côté, des enquêtes, une partie réflexive qui est extrêmement importante, et avec petit à petit la construction d'équipes, donc que vous voyez à gauche, là, qui sont les équipes donc, empreinte, expérimentation, communication et technique, enseignement, une équipe qui travaille sur un séminaire donc, régulier qui est proposé à tout le monde, et puis les équipes réflexion et art-sciences, qui est la dernière lignée donc, qui est en train de se constituer et de mettre en place différentes réflexions. Alors, je vais me focaliser aujourd'hui essentiellement sur le GDR, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et donc mettre l'accent sur ce groupement de recherche qui s'est fixé pour objectif de produire des connaissances et des savoirs nouveaux sur l'empreinte carbone de la recherche, du secteur de la recherche. Et pour ça, on s'est donc appuyé sur le fait de développer des outils et des supports, donc on en parlera tout à l'heure, sur les bilans gaz à effet de serre, des kits en particulier, des enquêtes, et mettre aussi en réseau, bien entendu, les scientifiques et les laboratoires qui travaillent sur ces sujets. Et donc, en fait, le GDR est animé par 2 axes. Un axe de recherche sur l'analyse de l'empreinte carbone et l'autre axe de recherche qui est sur comment opérer la transition pour réduire cette empreinte carbone de la recherche. Et donc, ces 2 axes, en fait, sont animés par des équipes que j'ai déjà mentionnées tout à l'heure,
donc des équipes en place, qui sont l'équipe empreinte, expérimentation, enseignement, communication et technique, et qui interagissent bien entendu dans les deux équipes, dans les deux axes, pardon. On voit bien qu'il y a la partie constat avec les analyses et l'autre partie action, comment on agit. Donc ça, c'est la structure actuelle et je dirais bienvenue à tous les nouveaux projets, bienvenue à toutes les nouvelles idées pour constituer de nouveaux groupes de travail éventuellement et qui pourront s'intégrer petit à petit aux équipes. C'est je dirais, un collectif en mouvement. Ce GDR est animé donc, par une équipe de direction qui comporte en fait à peu près tous les coordinateurs des équipes, d'une part, et il est animé aussi par un conseil scientifique qui, lui, intègre en fait des personnes, d'une part, de différentes institutions, et d'autre part aussi avec des profils, je dirais, très différents en termes disciplinaires. Donc, l'idée, c'est bien, effectivement, de travailler sur cette interdisciplinarité et le collectif le fait tout le temps et donc le conseil scientifique va nous aider aussi. En termes de financement, c'est trois institutions qui nous financent. C'est l'ADEME d'abord, c'est le CNRS ensuite et c'est aussi l'INRAE globalement. Et donc, on a 380 000 € sur 3 ans. Alors, je vais vous présenter deux aspects, donc les deux axes structurants, on va dire d'un côté plutôt l'empreinte carbone et de l'autre côté ensuite agir. Et donc, tout d'abord, l'outil principal sur lequel s'appuient en fait tous les travaux ensuite, c'est l'outil GES 1.5 qui vise à estimer l'empreinte carbone des laboratoires. Donc, c'est un outil qui a comme premier objectif d'estimer l'empreinte carbone des laboratoires, mais aussi, au-delà, c'est d'arriver à estimer et caractériser l'empreinte carbone du secteur de la recherche en France. Et bien entendu, au-delà des constats, c'est d'arriver à construire des scénarios de transition dans les laboratoires pour réduire nos émissions et atteindre les objectifs, si possible, de l'accord de Paris. Alors, comment ça a été fait petit à petit Donc, GES 1.5, c'est une application web et open source, gratuite, qui est disponible en français et en anglais et avec surtout une méthodologie transparente, détaillée, accessible à tous, qui ne vise qu'à être justement diffusée au plus large nombre. Sans rentrer dans le détail du tout de ce tableau, l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce que contient en fait GES 1.5. Il s'intéresse en fait à 6 sources d'émissions actuellement, qui sont donc au niveau des bâtiments d'un côté, le matériel informatique de l'autre, les véhicules propriété des laboratoires, l'émission de tout le personnel de la recherche, les déplacements domicile-travail, donc la mobilité quotidienne, et puis les achats. Et donc, systématiquement, en fait, le mode de calcul, c'est finalement très simple, entre guillemets. C'est systématiquement de trouver donc, quel est le volume d'activité source d'émissions. Par exemple, si on prend les missions, donc les déplacements professionnels, ce qui nous intéresse, c'est de connaître les modes de déplacement avec l'origine du déplacement à la destination. Donc, on calcule la distance. Donc, on a cette quantité d'activité et qu'on va multiplier par ce qu'on appelle un facteur d'émission, qui est le coefficient de conversion de 1 km parcouru en avion, c'est combien d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans chacun des champs, voilà systématiquement le calcul qui est fait. Alors, si on s'intéresse plus spécifiquement, donc là, j'ai fait un tout petit focus sur les déplacements en mission et les déplacements quotidiens, en lien avec Élise, en accord avec Élise par rapport au séminaire d'aujourd'hui. Donc, sur les déplacements en mission, effectivement, on cherche à récupérer systématiquement toutes les missions qui ont été faites dans un laboratoire en une année donnée, avec des données spécifiques. On n'en a pas 36, il y en a 5 ou 6 qui sont véritablement indispensables pour avoir le départ, la destination et le mode de déplacement, grossièrement. On a également, donc là, vous pouvez tout de suite vous amuser vous-même, on a de façon complètement extérieure à GES 1.5, on a un simulateur, donc qui est une application proposée par Labo 1.5, qui s'appuie exactement sur les mêmes calculs que dans l'outil GES 1.5, mais qui vous permet à vous de calculer, d'anticiper sur une mission que vous allez avoir, donc de calculer les émissions que vous allez générer en faisant ce trajet particulier. Du côté du questionnaire domicile-travail, c'est pareil. Donc, pour le laboratoire, on a besoin d'un questionnaire standardisé qui est le même pour tous les laboratoires
et qui est en plus customisé, entre guillemets, simplement par le fait qu'on a un lien différent automatique qui se crée quand le laboratoire veut lancer son questionnaire domicile-travail. Et donc, il y a un questionnaire qui est proposé en ligne pour l'ensemble du laboratoire, qui va récupérer ensuite les données directement dans l'outil. Mais de l'autre côté, si vous voulez aussi vous amuser, vous, c'est pouvoir simuler vos déplacements domicile-travail et voir comment vous pouvez les améliorer d'une façon ou d'une autre en termes d'empreinte. Donc, vous avez ce simulateur qui est également sur le site de Labo 1.5 et qui va directement vous donner vos distances parcourues sur l'année et les émissions de gaz à effet de serre associées. Donc, après, vous pouvez faire toutes les simulations que vous voulez d'autres modes de déplacement, par exemple. Donc, voilà ce qui ressort de ces inputs, de ces données saisies. Voilà, quand on se présente l'empreinte carbone d'un laboratoire, c'est une présentation d'un laboratoire fictif. Vous avez l'empreinte globale qui est tout en bas, ici, et puis qui se sépare en plusieurs empreintes. L'empreinte carbone des bâtiments, avec le chauffage, l'électricité, les fluides frigorigènes. L'empreinte carbone des équipements informatiques. Et puis l'empreinte carbone des déplacements en termes de domicile-travail et des déplacements professionnels. Et vous avez naturellement l'empreinte globale qui est ici en haut, donc totale par membre du labo et par euro de budget du labo. L'outil présente aussi des graphiques, donc là, encore, je l'ai mis sur le domicile-travail. D'un côté, vous avez les graphiques des émissions d'un labo fictif, donc par en plus catégorie de personnes. Et de l'autre côté, vous avez, pour ces émissions, d'où viennent-elles? Elles viennent des distances qui ont été parcourues en différents modes de transport. Donc là, ce qu'on peut voir très intéressant tout de suite sur ce graphique, c'est que dans ce laboratoire, il y a plein de gens qui se déplacent en train et qui ont en fait une empreinte carbone extrêmement faible par rapport à l'empreinte carbone de la voiture. Donc, globalement, le GES 1.5, c'est un outil qu'on a développé pour permettre la transition dans la recherche. Donc, c'est un outil qui a été construit à la fois pour l'action au sein des laboratoires et pour la recherche également. Donc, je vais présenter les deux rapidement. Donc, pour l'action au sein des laboratoires, effectivement, c'est à partir du moment où le laboratoire s'en empare, c'est que la direction du laboratoire est d'accord pour rentrer dans la démarche. Et donc, après, il y a toute une sensibilisation qui peut être faite au niveau de l'ensemble des collègues, voire aller plus loin dans la formation d'étudiants en lien avec le laboratoire. C'est un outil qui est construit spécifiquement pour le suivi et le pilotage. Ce n'est pas un outil pour calculer l'empreinte carbone pour elle-même, mais beaucoup plus pour l'action derrière. Et on verra tout à l'heure que ça donne justement lieu ensuite à toute l'équipe expérimentation 1.5 en termes d'action. C'est un outil qui est construit pour la recherche pour plusieurs raisons. La première, c'est que la méthodologie qui a été développée, elle est commune et standardisée, alors que jusque-là, on avait des laboratoires qui pouvaient avoir fait leur bilan gaz à effet de serre, mais avec des facteurs d'émission différents, avec des périmètres différents, qui faisaient que les analyses étaient complètement impossibles en termes de pertinence. Maintenant, les analyses sont, tous les laboratoires qui utilisent GES 1.5, ces analyses, elles sont pertinentes, elles ont du sens. Et en plus de ça, en fait, les laboratoires qui se lancent dans la démarche, en fait, soumettent leur bilan quand ils ont terminé. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont validé une année donnée, ils ont rentré toutes leurs données, ils ont obtenu leurs résultats, et ils soumettent le bilan. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on récupère les informations dans une base de données, qui a été bien travaillée en termes de, bien entendu, respect, RGPD d'un côté et sécurité des données de l'autre. Mais donc, ça alimente une base de données nationale sur ces laboratoires, sur les différents éléments que je vous ai présentés tout à l'heure. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on va commencer à faire maintenant? C'est qu'on va commencer à analyser statistiquement les déterminants des empreintes carbone des labos. Il y a énormément de travail, il y a énormément de données, énormément de choses intéressantes pour nous. Donc, voilà où on en est à l'heure actuelle, au niveau simplement des bilans gaz à effet de serre qui ont été lancés avec GES 1.5. Donc, depuis le début, on est à un peu plus de 500 bilans gaz à effet de serre au sein de 350 laboratoires, avec une progression constante depuis le début, qui n'arrête pas. Et puis, si on regarde, donc on va s'intéresser à l'année 2019 ici, au niveau des bilans soumis, c'est-à-dire les bilans terminés, validés par le labo, on est à plus de 100 à l'heure actuelle sur l'année 2019, avec donc pour l'instant un petit décalage au niveau des appareils informatiques parce que le module a été lancé récemment, donc les labos n'ont pas encore eu le temps de récupérer les données et les soumettre.
Voilà, au niveau de la base de données, ce qu'on peut voir sur ces 106 bilans qui ont été soumis, donc des bilans qui sont terminés. Donc, on peut analyser de façon totalement cohérente l'ensemble de ces bilans. Donc, en moyenne, sur les 106 bilans, donc des 106 laboratoires, on est à peu près à 4,4 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par membre de laboratoire et à 590 tonnes d'équivalent en CO2 par laboratoire. Ce qui est intéressant ici, c'est à regarder la dispersion des émissions, d'une part donc, par élément lui-même, par source, donc le chauffage ici, les déplacements, etc. Et puis également la répartition de ces émissions, globalement en pourcentage, donc avec une contribution du chauffage qui est, si on regarde la médiane qui est ici, contribution du chauffage qui est à peu près à la même hauteur que la contribution des déplacements domicile travail, en médiane bien sûr, avec tous les écarts après par rapport à cette médiane, et avec donc un poids plus important, un petit peu plus important, mais pas non plus très considérable, on est à peu près à 29%, quelque chose comme ça, pour les déplacements en mission. Donc, à partir de ces données qu'on a récupérées et qu'on récupère au fur et à mesure que les laboratoires valident leur bilan, on peut se poser différentes questions de recherche. On commence ce travail de recherche maintenant, et donc on vous livre quelques-unes des questions sur lesquelles on a envie de travailler, de savoir s'il y a une typologie des émissions des laboratoires, quelles sont les caractéristiques des différentes sources d'émissions pour un laboratoire, pour les laboratoires, parce qu'il y a des caractéristiques communes sur le chauffage, sur les déplacements en mission, sur les déplacements domicile-travail. Est-ce qu'il y a une caractéristique par discipline? Ça peut être ça, ou par géographiquement aussi. Donc plein de questions qu'on a envie d'approfondir. Comment estimer l'empreinte carbone de la recherche en France, alors qu'on est dans une démarche bottom-up? Voilà, pour l'instant, c'est ouvert, c'est une question ouverte. Et quels sont les leviers possibles pour réduire l'empreinte carbone de la recherche, donc dans un cadre de scénario de réduction? Donc ça, c'est sur la partie, je dirais, analyse, donc empreinte et analyse des données. Et maintenant, il y a aussi toute cette transition, comment réduire nos émissions, comment concevoir des trajectoires de réduction des émissions. Et là, c'est une autre équipe qui s'appelle l'équipe XP 1.5, avec donc un slogan, entre guillemets, qui s'appuie sur la liberté, l'équité, la diversité au sein des laboratoires, dans les discussions qui peuvent être menées au niveau des laboratoires pour adopter ces trajectoires de réduction. Donc, l'objectif de cette équipe expérimentation, c'est d'accompagner les laboratoires dans leur transition et aussi, pour eux aussi, les travaux de recherche. Donc, c'est explorer les différentes façons de stimuler les réductions de gaz à effet de serre dans les laboratoires. On va le voir un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. C'est étudier les impacts de changement de pratique sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur la qualité de la recherche, parce que c'est quand même toujours un argument qui revient. Si on commence à réduire quelque part, attention, notre recherche d'excellence va en pâtir. Donc, vraiment, il y a une grosse réflexion là-dessus. Et sur la qualité de vie au travail aussi, bien entendu, qui est extrêmement important. Au-delà de ça, c'est penser à de possibles effets d'entraînement entre les labos qui rentrent dans l'XP et puis les labos qui ne le sont pas, voire même l'appliquer à d'autres champs que la recherche. Alors, ce que met à disposition l'équipe XP, c'est un kit qu'on a appelé le kit 1.5 qui synthétise de nombreux dispositifs de réduction possibles et donc qui offre, je dirais, tout un panel de réduction possible, de dispositifs de réduction possibles aux labos dans lesquels ils vont avoir à choisir au sein de leur labo quels sont les dispositifs qu'ils souhaitent mettre en place par rapport à un objectif de réduction qui peuvent s'être donnés. Et donc, on peut partir de dispositifs extrêmement contraignants auxquels on peut penser, qui sont les quotas carbone, qui sont les taxes carbone internes au labo, mais aussi, bien entendu, à des outils de sensibilisation. Certains d'entre vous connaissez sans doute déjà le jeu La Terre en 180 minutes. Vous l'avez peut-être même pratiqué pour beaucoup, vous le connaissez, j'imagine. Mon postdoc porte sur ça. Pardon? Mon postdoc. D'accord. D'accord. Voilà. Bon, et puis plein d'autres outils, comme la fresque du climat et autres outils que vous connaissez. C'est aussi au sein des laboratoires donc, la rédaction d'une charte verte. Il y a des labos qui ont déjà mis ce genre de dispositif en place. Donc, plein de dispositifs possibles. Et donc, ce kit, il fait presque 300 pages. C'est un kit qui est proposé à l'heure actuelle à 20 labos qui sont des laboratoires pilotes pour organiser toute cette expérimentation. Et il sera disponible sans doute à l'automne 2022 pour tous les laboratoires qui pourront s'en emparer ensuite.
Donc, l'idée, cette équipe expérimentation, c'est d'accompagner les laboratoires vers la prise de décision. Donc, avec des solutions qui doivent être conçues, délibérées localement dans les laboratoires. Donc, il s'agit, et ce n'est pas simple, il s'agit de faciliter la tenue des débats au sein des laboratoires. Il y a des personnes qui sont formées aux outils d'intelligence collective et qui vont de laboratoire en laboratoire, donc au sein de ces 20 laboratoires pilotes, aider à la tenue de ces débats. C'est aussi faciliter les échanges de bonnes pratiques, donc là par rapport à une plateforme collaborative en ligne, et in fine, construire un réseau de laboratoires en transition, qui effectivement s'appuient les uns sur les autres pour avancer. Au-delà de cet aspect action de réduction dans les laboratoires, c'est aussi des questions de recherche qui peuvent être ouvertes par cette expérimentation. Donc là, vous avez le déroulé type de l'XP 1.5 pour un laboratoire, qui est de commencer. La première chose, c'est de commencer par faire son bilan gaz à effet de serre avec GS1.5. Et puis après ça, c'est organiser des discussions pour choisir les objectifs de réduction, la trajectoire, etc. C'est mettre en œuvre le dispositif, et puis après ça, avoir un suivi pluriannuel de différents indicateurs, comme les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de vie au travail, la qualité de la recherche, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe au sein du labo. Et ce qui est proposé en même temps par cette équipe d'expérimentation, c'est de documenter au fur et à mesure, comme vous faites vous, dans Interbob, c'est de documenter au fur et à mesure l'ensemble du processus de ce qui se passe dans le labo. Et à partir de là, c'est justement pour constituer en fait ce que sera le cœur de la recherche dans l'XP 1.5 ensuite, donc avec l'intervention de plein de disciplines possibles différentes, en économie, en droit, en Sciences Po, en psychologie, sociologie, philosophie des sciences, etc. Et donc, c'est une ouverture. Pour l'instant, c'est le début. On ne sait pas comment ça va prendre, comment ça va aller. Et avec donc des personnes ici, les forces en présence à l'heure actuelle, vous avez effectivement les membres qui sont les disciplines des membres de l'équipe expérimentation, donc en fonction des couleurs, SHS, Sciences et Vie, Environnement et Sciences et Techniques. Voilà, pour finir, je vous ai simplement montré très rapidement ce que c'est d'un côté l'outil GS 1.5, de l'autre côté l'expérimentation pour faire cette transition vers une réduction de l'empreinte carbone de la recherche. Les labos 1.5, c'est aussi la possibilité de contribuer à d'autres travaux. Donc, il y a l'équipe réflexion. Là, il y a plus de 300 personnes à l'heure actuelle qui se posent la question, qui échangent, qui débattent sur l'empreinte environnementale de la recherche et son lien avec l'organisation actuelle et l'organisation possible autre de la recherche. Plein de questions très intéressantes, me semble-t-il. Il y a également une équipe enseignement qui a commencé donc à faire différents supports. Et donc là, il y en a un en particulier sur qu'est-ce que le changement climatique, donc qui est naturellement mis à la disposition de toute la communauté scientifique en particulier. Et puis, il y a donc une équipe qui est en train de se constituer qui s'appelle Arts et Sciences, qui souhaite justement ouvrir la science aux arts et les arts à la science. Voilà, merci de votre attention. Merci.